Ok, alors bienvenue à toutes et à tous dans cette petite vidéo au sein de laquelle on va faire une rapide analyse de l'action Apple. Donc, je fais cette vidéo à l'occasion d'un événement assez exceptionnel. Apple vient de franchir la barre symbolique, le seuil symbolique des 2000 milliards de dollars américains de capitalisation boursière. Donc, Apple est une entreprise qu'on ne présente plus. Apple est un géant américain de la tech, multinational qui fait partie des fameux GAFAM. Apple est devenu récemment la société ayant la plus grande capitalisation boursière au monde avec, au moment où je tourne cette vidéo, 2,01 billions de dollars américains de capitalisation boursière. Donc Apple, en quelque sorte, pour vous donner quelques chiffres, a une capitalisation boursière qui est supérieure à celle de l'indice boursier CAC 40 dans son ensemble. Autrement dit, la capitalisation boursière d'Apple est supérieure à celle des 40 sociétés composant le CAC 40 réunies. Donc Apple, c'est une société qui est relativement mature, qui dispose d'avantages compétitifs durables, une image de marque indétrônable, entre autres. Apple est une société qui bénéficie d'économies d'échelle, d'un pouvoir de marché très important et qui sait faire preuve de lobbyisme lorsque c'est nécessaire. Bref, Apple dispose de nombreux avantages compétitifs. Donc, Apple, c'est également une entreprise qui réalise de manière chronique des bénéfices nets de plusieurs dizaines de milliards de dollars américains. On va le voir dans la suite de la vidéo à l'aide de marges élevées grâce à ses avantages concurrentiels. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de comprendre si l'action Apple est une bulle spéculative, s'il faut acheter des actions Apple. Et en fin de vidéo, je vous dévoilerai si oui ou non je détiens des actions en portefeuille, des actions Apple en l'occurrence, et pourquoi. Donc, dans cette vidéo, on va tout d'abord réaliser une analyse rapide sur le plan stratégique et sur le plan financier. Et enfin, on va comprendre ensemble quel est le véritable driver de la performance d'Apple. Qu'est-ce qui permet à Apple, à l'action Apple, de procurer à ses actionnaires une performance aussi élevée. Et vous allez voir dans cette vidéo que la raison principale de la performance exceptionnelle d'Apple n'est pas celle que vous pensez, c'est-à-dire n'est pas uniquement une croissance très soutenue des bénéfices. Alors, tout d'abord, sur le plan stratégique, Apple est une entreprise qui s'en sort très bien. Apple, c'est une entreprise qui dispose d'avantages compétitifs durables, d'une image de marque très forte, qui est indétrônable et qui dispose de différents avantages compétitifs tels que des produits innovants, une fidélité des consommateurs, une réputation qui n'est plus approuvée, un pouvoir marketing très fort et des chaînes de distribution très importantes, entre autres. Bien qu'Apple dispose également de faiblesses, mais également d'opportunités et de menaces. Donc, si vous vous intéressez à l'analyse stratégique d'une entreprise, je vous invite à consulter le SWOT, le diagramme SWOT pour force, faiblesse, opportunité, menace et le diagramme de Porter. De plus, Apple est une entreprise qui s'oriente de plus en plus vers les services qui procurent à l'entreprise des marges très confortables. Malgré le fait que les ventes d'iPhone de l'entreprise aient été très résilientes en dépit de la pandémie mondiale, Apple s'oriente de plus en plus vers les services et le portefeuille de marque d'Apple tend à s'orienter vers les services avec le temps. On retrouve dans les services Apple TV, on retrouve également différents services que je ne connais pas tous, que vous voyez actuellement à l'écran, iTunes bien évidemment, iCloud, etc. Ensuite, en ce qui concerne la partie analyse financière du groupe Apple, de l'entreprise Apple, je vais me concentrer sur trois éléments. Tout d'abord, la valorisation de Apple. Ensuite, les éléments principaux du compte de résultat d'Apple. Autrement dit, qu'en est-il de l'exploitation de l'entreprise? Et enfin, on va analyser quelques éléments bilanciels, c'est-à-dire patrimoniaux. Donc tout d'abord, si on s'intéresse à la valorisation de l'action Apple, on a un premier indicateur, l'incontournable Price Earning Ratio, le PER. Si on analyse le PER, on remarque que le PER en 2020, alors que l'action Apple est cotée à quasiment 470 dollars américains,
le PER avoisine les 36. Autrement dit, l'action Apple se paye 35,8 fois les bénéfices. Donc c'est très cher, c'est très élevé puisque historiquement, sur les 10 dernières années, le PER d'Apple était plutôt aux alentours de 15,6. Autrement dit, même pas la moitié. Donc en termes de valorisation, Apple se paye cher, très cher actuellement. Ensuite, le PER n'étant pas un indicateur suffisamment fiable pour la valorisation, puisqu'il ne prend pas en compte les éventuels apports de créanciers, on peut également s'intéresser au ratio valeur entreprise sur EBITDA. Je précise que j'ai fait une vidéo sur le ratio valeur entreprise sur EBITDA. En ce qui concerne ce ratio, on a à nouveau un ratio de valorisation élevé puisqu'on est à 24,6 fois. Autrement dit, la valeur d'entreprise est capitalisée 24,6 fois, 24,6 fois l'EBITDA. Donc historiquement, le ratio est bien plus faible également. Donc actuellement, Apple se paye cher. Encore une fois, ce ratio est bien supérieur à la moyenne historique des 10 dernières années et également des 5 dernières années. Donc en termes de valorisation, on a une action qui se paye cher. Maintenant, si on s'intéresse au compte de résultats, à l'exploitation de l'entreprise, on se rend compte de quelque chose d'intéressant. On a un volume de vente en tendance haussière, des marges d'exploitation et net qui sont à peu près stables et des résultats d'exploitation et net en tendance haussière. Et ça se traduit dans le tableau que vous voyez à l'écran. Un chiffre d'affaires qui suit une tendance haussière, un EBITDA qui suit une tendance haussière, un résultat d'exploitation qui suit une tendance haussière. Et ça, c'est un élément important du compte de résultat. Donc, de ce côté-là, tout se passe bien pour Apple et un résultat net en tendance haussière également. Donc, de ces différents éléments, on trouve les marges à la fois d'exploitation et net. Et en l'occurrence, les marges sont à peu près stables, bien qu'elles soient en légère décroissance au niveau de l'exploitation. Est-ce que c'est un problème? En l'occurrence, non. Et Apple, en tant que géant de la tech, opère dans un secteur très compétitif. Donc, au niveau de l'exploitation de l'entreprise, on a une bonne progression des éléments financiers. En ce qui concerne le dividende, sachez qu'Apple verse des dividendes depuis 2012 et Apple est en passe de devenir une aristocrate du dividende. Elle le deviendra en 2022 et j'ai la conviction que le dividende d'Apple va augmenter chaque année de manière consécutive pour les prochaines années. Donc sachez que les différents liens utiles que vous voyez ici à l'écran, vous les retrouverez dans la description de cette vidéo. Je précise un dernier élément sur les marges. Les marges à la fois d'exploitation et net d'Apple sont supérieures à la moyenne sectorielle. Et c'est très important de le souligner puisque ça traduit le fait qu'Apple dispose d'avantages compétitifs permettant à l'entreprise donc de générer des marges plus importantes par des prix de vente plus élevés et par des économies d'échelle. Et enfin, en ce qui concerne la situation bilancielle de l'entreprise, premier élément à analyser qui est très intéressant pour Apple, on a une situation de trésorerie nette. C'est-à-dire que l'ensemble de la trésorerie moins l'ensemble des dettes donne un résultat positif et en l'occurrence pour 2019, un résultat positif de 97,85 milliards de dollars américains. Autrement dit, Apple dispose dans ses comptes de près de 100 milliards de dollars américains et équivalent, valeur mobilière de placement. Autrement dit, 100 milliards de cash. Et ça, c'est un très bon point puisque ça montre que l'entreprise peut faire face à des difficultés grâce à sa trésorerie nette. Donc, globalement, on a bien évidemment plus de cash que de dettes puisqu'on a presque 100 milliards de trésorerie nette. Ensuite, au niveau du bilan, autre chose de très important à analyser, que je considère quand même plus importante que le bénéfice par action, c'est le free cash flow par action, ou autrement dit, le cash flow par action. On voit que globalement, après dépenses d'investissement, l'entreprise génère un cash flow positif qui suit une très forte progression haussière. Et ça, c'est très important. Et ça se traduit par le fait que le free cash flow de l'entreprise soit en tendance franchement haussière. Et ça, c'est un très bon point. Ensuite, dernière précision, la rentabilité des capitaux propres d'Apple est très élevée et elle suit une tendance haussière. Et on va voir dans quelques instants pourquoi. Mais sachez globalement que les capitaux propres d'Apple ont tendance à diminuer parce que l'entreprise fait des rachats d'actions et donc
la rentabilité des capitaux propres mécaniquement augmente. On verra ça lorsqu'on va analyser pourquoi le cours boursier d'Apple est voué à croître au long terme de manière significative. Donc, au niveau de la valorisation, on a une action qui se paye cher, je dirais peut-être trop cher actuellement. Au niveau de l'exploitation, on a une entreprise qui est très bien gérée. Et au niveau bilanciel, on a une entreprise qui est très bien gérée et qui a un bilan très bien construit. Désormais, nous allons analyser pourquoi le cours boursier de l'action Apple augmente au long terme selon une progression exponentielle qui semble ininterrompue. Donc, avant de rentrer dans les détails, je précise que en bourse, les cours boursiers ainsi que les dividendes des sociétés suivent au long terme peu ou prou l'évolution des bénéfices par action des sociétés. Donc, il y a une chose à comprendre, en l'occurrence, pour Apple, c'est le cas, comme pour la plupart des entreprises, très clairement, mais pour Apple, le cours boursier ne suit pas l'évolution des bénéfices, il suit bel et bien, et c'est important de le comprendre, l'évolution des bénéfices nets par action. Parce que si on regarde le cours boursier d'Apple en août 2017, c'est-à-dire il y a exactement 3 ans, on se rend compte qu'on avait un cours boursier aux alentours de 157 $. Actuellement, le cours est autour de 473 $, soit 3 fois plus. Dans le même temps, si on s'intéresse au compte de résultats d'Apple, à son historique, on voit que entre 2017 et 2020, alors je vais vous trouver les informations pour 2020, mais on voit qu'en 2017, le résultat net était un bénéfice de 48 milliards de dollars et le résultat net prévisionnel d'Apple pour 2020 est aux alentours de 57 milliards de dollars américains. Donc j'ai fait le calcul, entre 2017 et 2020, le résultat net est multiplié approximativement par 1,2. Dans le même temps, le cours boursier a été multiplié par 3. Or, puisqu'on n'a pas des PER et des ratios de valorisation qui sont complètement aberrants, il y a une autre raison qui explique pourquoi le cours boursier d'Apple suit une progression haussière si fulgurante. Donc, je le rappelle, les cours boursiers et les dividendes des sociétés cotées suivent au long terme approximativement l'évolution des bénéfices des sociétés et plus exactement, pour être très précis, l'évolution des bénéfices nets par action. Donc, et là, vous allez comprendre pourquoi le cours boursier d'Apple croît au long terme selon une progression exponentielle qui semble ininterrompue. Donc, c'est pas seulement l'évolution des bénéfices qui explique l'évolution du cours boursier d'Apple. On voit que les bénéfices suivent une tendance haussière. Alors, certes, mais selon un taux de croissance qui reste modéré. Or, le cours boursier d'Apple suit une progression haussière très importante puisque depuis 2 ans, l'action Apple a vu son cours boursier multiplié par 2 et depuis 3 ans multiplié par 3. Donc, ce ne sont certainement pas seulement l'évolution des bénéfices, donc des résultats nets, qui expliquent l'évolution des cours boursiers. En réalité, pour Apple, le principal moteur de la performance, c'est-à-dire de l'évolution très significative du cours boursier, c'est les rachats d'actions. Donc, je vais expliquer ça dans quelques instants. Sachez que l'entreprise Apple rachète massivement ses propres actions en bourse. Donc, globalement, l'idée, c'est qu'Apple rachète en bourse ses propres actions, comme le ferait n'importe quel investisseur sur le marché secondaire. Apple rachète ses propres actions en bourse en vue de les annuler. Donc les rachats d'actions de la part d'une entreprise peuvent prendre 2 formes. L'entreprise rachète ses actions et les conserve en vue de les redistribuer, par exemple, potentiellement plus tard ou de les revendre pour éventuellement diminuer le cours boursier en cas de bulle. Ou alors l'entreprise peut tout simplement racheter ses propres actions en vue de les annuler. Et c'est exactement ce que fait Apple. Alors vous allez peut-être me dire, quel est l'intérêt de ce type de rachat d'actions, puisque Apple rachète ses propres actions en bourse en vue de les détruire, en gros, si je simplifie les choses, si je schématise. Donc vous allez me dire, Apple gaspille son free cash flow, Apple gaspille son argent pour racheter ses propres actions en vue de les détruire, de les annuler. Donc, c'est pas très intéressant financièrement, vous allez peut-être penser. En réalité, c'est très judicieux et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc,
Tout simplement, les rachats d'actions de la part d'Apple font diminuer mécaniquement le nombre d'actions en circulation. Et l'idée, c'est que le fait que le nombre d'actions en circulation diminue, ça fait croître mécaniquement le bénéfice net par action. À bénéfice constant, si vous avez de moins en moins d'actions, vous avez un bénéfice par action qui est plus élevé. Et si dans le même temps, les bénéfices augmentent, les bénéfices par action augmentent encore plus rapidement. C'est ce qu'on appelle un effet relutif. Ça provoque une augmentation du bénéfice par action, autrement dit un effet relutif pour l'actionnaire, à distinguer des effets dilutifs, comme par exemple dans le cadre des augmentations de capital. Donc, ce qui se passe pour Apple, c'est que les bénéfices conséquents que l'entreprise génère, qui sont procurés par des marges importantes réalisées sur des volumes de vente que je dirais incommensurables, ainsi qu'un free cash flow élevé de manière régulière, permettent à Apple de réaliser des rachats d'actions massifs. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars américains de rachats d'actions par an. Apple étant la première entreprise en termes de rachat d'actions, en montant absolu. Et l'idée, c'est que Apple, c'est une société qui est déjà mature, qui a atteint un cycle de vie tel que l'entreprise n'a plus tant de projets de croissance que cela. Et donc, les bénéfices ne sont plus tellement orientés vers les projets de croissance et ils sont plutôt orientés en fait vers des programmes de rachat massif d'actions, tout simplement. Sachez que Tim Cook, le CEO, Chief Executive Officer d'Apple, le PDG d'Apple, qui a succédé à Steve Jobs, est avant tout un financier. Et Steve Cook a pris les rênes de la multinationale en adoptant une approche relativement financière de la gestion de l'entreprise Apple. Les rachats d'actions ont en partie été motivés par l'arrivée de Tim Cook à la tête de l'entreprise. La diminution continue du nombre d'actions Apple en circulation fait tout simplement croître le bénéfice par action de manière mathématiquement exponentielle, et ainsi en va l'évolution du cours boursier comme vous pouvez le constater. Et enfin, sachez une chose, les rachats d'actions soutiennent l'évolution du cours boursier selon tout simplement la loi de l'offre et la demande. Le cours boursier est déterminé de telle sorte qu'à chaque instant, il y a le maximum de transactions entre acheteurs et vendeurs. Donc, plus il y a de pression acheteuse en face d'une pression vendeuse, plus le cours boursier a tendance à monter. Donc le fait qu'Apple rachète ses propres actions en bourse fait également croître le cours boursier. Et c'est la raison pour laquelle le ROE, le Return on Equity, d'Apple croît de manière très significative. Le ROE, c'est la rentabilité des capitaux propres. Eh bien, le ROE d'Apple croît très rapidement, tout simplement parce que le capital social d'Apple, qui est constitué du nombre d'actions fois la valeur nominale de chaque action, diminue mécaniquement au gré des rachats d'actions. Et le capital social fait partie des capitaux propres. Donc les rachats d'actions diminuent le montant absolu des capitaux propres. Donc le ROE étant la fraction ayant au dénominateur le résultat net et au dénominateur les capitaux propres, le ROE est voué à croître en raison des rachats d'actions d'Apple. Tout simplement. Et bien évidemment, vous comprendrez que le ROE élevé d'Apple est entre guillemets artificiellement élevé. Alors, pour bien comprendre l'impact des rachats d'actions en vue d'annulation sur l'évolution des cours boursiers, on va prendre un petit exemple très simple. Je rappelle que au long terme, l'évolution des dividendes et des cours boursiers des sociétés suivent approximativement l'évolution des bénéfices nets par action des sociétés. Le bénéfice net par action, il se calcule en divisant le résultat net par le nombre d'actions. Donc plus le résultat net diminue, plus le bénéfice par action, plus le nombre d'actions diminue, plus le bénéfice net par action augmente. C'est logique. Au BNA, si le dénominateur diminue, le BNA augmente. Donc, pour illustrer l'exemple d'Apple, on va prendre un cas très simple qui va être volontairement facile à comprendre. C'est un cas idéal, mais simplifié, qui permet de bien illustrer mes propos. Prenons le cas d'une société dont le nombre d'actions constituant le capital social est de 1 million. La société considérée a 1 million d'actions dans son capital social. On va partir du principe que
la société réalise des bénéfices chaque année de manière constante. Les bénéfices n'augmentent pas, ils sont constants et chaque année, ils sont de 1 million d'euros. Donc, on le comprend bien, si la première année, la société a 1 million d'actions en capital et que son bénéfice est de 1 million d'euros, eh bien le bénéfice net par action est de 1 million divisé par 1 million d'actions. Donc le bénéfice net par action est de 1 euro. Mais si cette même société décide de racheter tous les ans l'équivalent de 100 000 euros d'actions, l'année suivante, pour un résultat net qui est toujours de 1 million d'euros, il y a un nombre d'actions qui est réduit de 100 000 actions. Donc, on n'a plus que 900 000 actions dans le capital. Donc, le bénéfice net par action, qui est le résultat net sur le nombre d'actions, se calcule de la manière suivante. Résultat net 1 million d'euros divisé par le nombre d'actions 900 000 actions et ça nous donne un bénéfice net par action de 1,11 euro. Et si on extrapole, l'année suivante, on a un BNA de 1,25 euro, puis l'année suivante 1,43 euro et ainsi de suite. Et la progression, elle est mathématiquement exponentielle. Et à partir d'un certain moment, il reste tellement peu d'actions dans le capital de la société que la progression du bénéfice net par action va suivre une tendance exponentielle très fortement haussière. Lorsqu'il ne reste plus que 100 000 actions dans le capital, si la société rachète toutes ses actions, la société quitte la cote boursière, mais on va partir du principe que la dernière année, l'action ne rachète pas 100 000 actions, mais 99 999. Autrement dit, à un moment donné, il ne reste plus qu'une seule action dans le capital social. Or, le résultat net est toujours le même, 1 million d'euros. Donc, le bénéfice net par action, il est tout simplement de 1 million d'euros. Et l'idée, c'est que c'est exactement ça qui est voué à apparaître pour le cas d'Apple. Un jour, a priori, donc dans plusieurs décennies probablement, Apple n'aura dans son capital plus qu'une seule action qui vaudra la capitalisation boursière d'Apple. Maintenant, petite précision par rapport à Apple. Apple a un nombre d'actions qui diminue de manière un petit peu moins importante chaque année, tout simplement parce que le montant, la valeur de chaque action augmente rapidement. Donc, le nombre d'actions diminue moins rapidement que dans cet exemple, mais néanmoins, les bénéfices d'Apple augmentent et ne sont pas constants, donc suivent une tendance haussière au long terme. Toujours est-il que pour Apple, le bénéfice net par action suit, comme dans cet exemple, suit une progression exponentielle au long terme. Et pour illustrer mes propos, on va tout simplement prendre un petit graphique avec l'exemple que vous voyez actuellement à l'écran pour que vous puissiez bien comprendre l'évolution du bénéfice net par action et donc par transitivité du cours boursier au fil des années. Donc, globalement, on voit que lorsqu'on réalise un graphique, on voit qu'en fonction des années, le bénéfice net par action augmente, mais il n'augmente pas de manière linéaire, il augmente selon une progression exponentielle. Et pour illustrer encore plus mes propos, on va prendre également en compte la dernière année et on va voir que la progression est bel et bien exponentielle puisque à la dernière année, le bénéfice net par action, puisqu'il ne reste plus qu'une action en capital, est égal au résultat net et la progression est exponentielle. Alors ici, la marche est tellement grande que l'on ne voit pas la différence sur le graphique, mais la progression est bel et bien exponentielle. J'aurais pu prendre des paliers intermédiaires. Donc l'hypothèse, on l'a dite, 1 million d'euros, 1 million d'actions en capital dès le départ et un résultat net toujours de 1 million d'euros, avec 100 000 euros de rachat d'actions par an. Et le constat, c'est qu'on a une progression exponentielle du bénéfice net par action. Et la déduction logique, c'est que le cours boursier suit une progression exponentielle au long terme. Et c'est bel et bien le cas pour Apple. Donc, vous vous en doutez, la grande question qu'il faut maintenant se poser, maintenant qu'on sait que la progression du cours boursier d'Apple est vouée à croître selon une progression exponentielle au long terme en raison des rachats d'actions, la grande question à se poser, c'est est-ce que les rachats d'actions vont se poursuivre? This is the big question. Est-ce que Apple va continuer à racheter ses propres actions? Donc, avant de rentrer dans le détail, je rappelle un élément très important au sein des sociétés de capitaux, c'est le cas d'Apple.
ce sont les actionnaires qui prennent les décisions stratégiques. Donc, ces décisions stratégiques se réalisent en assemblée générale d'actionnaires. In fine, ce sont bel et bien aux actionnaires qu'appartiennent l'entreprise. Et le droit de vote des actionnaires est variable selon le nombre d'actions détenues. En principe, un droit de vote est associé à chaque action ordinaire et les décisions sont prises en assemblée générale via les droits de vote. Donc, la question à se poser, c'est quelles sont les décisions des principaux, quelles sont les opinions et les décisions des principaux actionnaires d'Apple. Donc, pour en savoir plus, on va se rendre sur l'onglet Société de la fiche Apple sur Zone Bourse et on va analyser l'actionnariat d'Apple. Si on se rend au niveau de la rubrique actionnaire, on se rend compte de différents éléments. Parmi les plus gros actionnaires d'Apple, on trouve des actionnaires institutionnels. The Vanguard Group, Berkshire Hathaway, BlackRock Fund Advisors ou encore SSGA Funds Management. Donc quelque chose d'important à comprendre, The Vanguard Group et BlackRock sont deux grands gérants d'actifs qui gèrent entre autres de nombreux ETF. Ces deux grands gérants, via des communiqués de presse, ont précisé être en faveur des rachats d'actions. Maintenant, si on se renseigne, si on creuse un petit peu le sujet de Berkshire Hathaway, qui est quand même le deuxième actionnaire d'Apple, eh bien, Berkshire Hathaway n'est ni plus ni moins que le fonds d'investissement de Warren Buffett. Et l'une des raisons pour lesquelles Warren Buffett est rentré dans le capital d'Apple, eh bien, c'est pour les rachats d'actions. Et Warren Buffett a également précisé être en faveur des rachats d'actions puisqu'il constitue une rémunération de l'actionnaire au même titre que le dividende, mais de manière complètement défiscalisée et efficiente. Donc, il faut savoir une chose, Apple était déjà en faveur des rachats d'actions depuis 2012, depuis l'arrivée de Tim Cook à la direction de l'entreprise, mais Warren Buffett a également contribué au programme de rachat d'actions grâce à ses droits de vote. De plus, il y a quelque chose à comprendre, au-delà du fait que l'une des motivations de Warren Buffett à l'entrée du capital était les rachats d'actions, c'est que Tim Cook, qui est un fervent défenseur des rachats d'actions, n'est ni plus ni moins que le CEO d'Apple, autrement dit le PDG d'Apple. Et donc, Tim Cook fait partie de ce qu'on appelle le Board of Directors, autrement dit, traduisez simplement le conseil d'administration. Et c'est le conseil d'administration qui émet la majorité des propositions qui sont ensuite votées en assemblée générale d'actionnaires par les grands actionnaires au prorata de leur droit de vote. On voit au niveau de l'actionnariat d'Apple qu'on a quelques grands institutionnels qui détiennent un bon quart du capital et ensuite on a un capital beaucoup plus atomisé et des millions d'actionnaires individuels. Mais le poids des 4 ou 5 premiers actionnaires d'Apple qui sont en faveur des rachats d'actions fait que les rachats d'actions vont rester durablement d'actualité pour Apple. Et donc, vous l'avez compris, par extrapolation, en raison des rachats d'actions et du fait que le nombre d'actions diminue mécaniquement chaque année, un jour, il n'y aura plus qu'une seule action dans le capital d'Apple et l'action vaudra la capitalisation boursière de l'entreprise. Et le bénéfice net par action sera égal au résultat net de l'entreprise. Petite précision, ici, pour Apple, on voit qu'on a un flottant de 99,9%. Ça veut dire que Apple, qui rachète massivement ses propres actions, ne les conserve pas en capital. Ça confirme bien ce qu'on pense. Apple est la championne des rachats d'actions, mais Apple détruit bel et bien ses propres actions puisqu'elle ne détient pas d'actions. Elle rachète ses actions uniquement en vue de les annuler. Donc, pour répondre à la question est-ce que les rachats d'actions vont se poursuivre? Eh bien oui, a priori les rachats d'actions vont se poursuivre puisqu'on a des investisseurs de très long terme, The Vanguard Group et BlackRock notamment, qui ont l'intention de poursuivre les rachats d'actions et Warren Buffett également, même s'il est déjà très âgé. Toujours est-il que au niveau de l'actionnariat et du Board of Directors, on a toutes les raisons de supposer que les rachats d'actions vont se poursuivre à l'avenir. Et donc, c'est important de le comprendre puisque ça nous permet de déduire que la progression
du cours boursier va continuer de suivre une tendance exponentielle. Donc, pour terminer cette vidéo, on va répondre à la grande question qu'on a posée au départ. Est-ce qu'il faut acheter des actions Apple? Tout simplement. Eh bien, pour répondre à la question, eh bien, sachez que oui, je vous recommande d'acheter des actions Apple à une condition près, qu'il s'agisse d'un investissement de plusieurs années, voire idéalement de plus de 10 ans. Autrement dit, je vous recommanderais d'acheter des actions Apple s'il s'agit d'un investissement de long terme. En ce qui concerne un investissement à court terme, que j'appellerais plutôt de la spéculation, c'est-à-dire de quelques mois à une ou deux années, je ne pourrais pas me prononcer parce que, on l'a vu, Apple, actuellement, au cours actuel, a une valorisation qui est relativement élevée. L'action se paye presque 37 fois les bénéfices, sachant que même si le marché anticipe une reprise rapide à partir de l'année prochaine, ça reste une valorisation élevée. L'entreprise se paye plus de 7 fois le chiffre d'affaires et le ratio valeur entreprise sur EBITDA est au-dessus de 25. Donc, globalement, la valorisation d'Apple est élevée. Donc, je vous recommande d'acheter des actions Apple, oui, certes, mais s'il s'agit d'un investissement de long terme. Donc, à court terme, je ne pourrais pas me prononcer, mais je peux vous garantir une chose. Pour un investissement à long terme, Apple est une entreprise très intéressante qui vous procurera des performances très élevées et qui seront définitivement bien plus performantes que le CAC 40, tout simplement. Pour vous donner un exemple illustratif, pour vous montrer en détail ce que je veux dire, c'est que sur un horizon de placement lointain, entre le CAC 40 et Apple, il n'y a aucun point de comparaison possible. Donc, c'est au long terme un très bel investissement. Et je vais également répondre à une deuxième question. Est-ce qu'il s'agit d'une bulle spéculative? Le cours de l'action Apple est très élevé actuellement. Il ne s'agit pas tellement d'une bulle spéculative. On n'est pas dans les niveaux de valorisation excessivement anormaux qu'on pourrait constater sur Tesla. Certes, l'action Apple se paye cher, mais il ne s'agit pas d'une bulle spéculative. Ou du moins, il ne s'agirait alors, si tel était le cas, que d'une toute petite bulle. Et enfin, troisième grande question que vous vous posez peut-être, est-ce que j'ai des actions Apple en portefeuille? Je vais vous répondre très clairement, oui, j'en ai et plusieurs, et je pense même à consolider ma ligne en portefeuille une fois que les niveaux de valorisation seront un peu plus intéressants à la limite. Donc, j'ai des actions Apple en portefeuille et vous l'aurez compris, j'en ai acheté principalement en raison de l'ingénierie financière que constitue le rachat d'actions. C'est en grande partie en raison des rachats d'actions d'Apple que j'ai décidé d'investir dans Apple. Et enfin, comprenez une autre chose, Apple est l'entreprise qui se paye la plus cher. Apple, c'est l'entreprise qui a la capitalisation boursière la plus élevée au monde. Et Apple fait partie de nombreux indices boursiers tels que le S&P 500, le Nasdaq 100, le Nasdaq Composite, le Dow Jones, etc. Et plus une action, la plupart de ces indices, hormis le Dow Jones, sont calculés de telle sorte que les actions de composants sont calculées en pondération de la capitalisation totale. Donc, Apple a un poids très important dans le S&P 500, a un poids important dans le Nasdaq Composite, dans le Nasdaq 100, etc. Et plus l'action Apple a un poids important dans ces indices, plus les grands gestionnaires de fonds, tels que Vanguard ou BlackRock, et bien d'autres, vont acheter des actions Apple. Plus l'action Apple a une capitalisation boursière élevée, plus son poids est élevé dans les indices et plus les ETF indiciels vont acheter d'actions. Donc, c'est une sorte de spirale vertueuse. Et enfin, dernière chose que j'aimerais préciser, petite information pour terminer cette vidéo, Apple va réaliser très prochainement un split de son action. Actuellement, l'action Apple est cotée à presque 500 $. D'ici quelques jours, il y aura un split de l'action Apple, donc fin août 2020. A priori, l'action Apple aura un cours boursier non plus de 477 $, mais de seulement un peu plus de 100 $, puisqu'il y aura un split par 4. Donc, une action ancienne sera remplacée par 4 nouvelles. Il y a un ratio de 4 pour 1 pour le split de l'action Apple. Donc ça interviendra a priori fin août 2020 ou alors tout début septembre 2020. Est-ce que ça change quelque chose à l'actionnariat de Apple? Absolument pas, puisqu'un ancien actionnaire
qui détenait une action Apple se retrouve avec 4 nouvelles actions Apple. Donc, il n'y a aucun changement au niveau de la structure actionnariale de l'entreprise. La structure actionnariale reste inchangée et il n'y a aucun effet dilutif pour l'actionnaire. Donc, sachez que, a priori, ce split devrait rendre l'action Apple encore plus liquide pour les petits investisseurs et donc ça devrait maintenir également un cours boursier et un niveau de valorisation assez élevé. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager si vous le voulez. Et puis bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît et si vous souhaitez que je réalise à l'avenir des vidéos similaires dans le même genre. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.